Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant. Pourquoi on continue d'attendre avant d'investir dans l'immobilier? Il y a beaucoup de personnes avec qui on parle, etc. au quotidien, hein. Je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo et qui sont un minimum intéressées par le sujet sauront être d'accord avec moi. C'est que soit eux-mêmes, soit des gens de leur entourage arrivent aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendent le bon moment, etc. Disent bon, c'est peut-être pas maintenant. Soit pour des raisons personnelles, c'est-à-dire dire bon, j'ai pas trop le temps, ou alors je gagne pas encore assez d'argent, ou j'ai peur de faire des conneries, etc. Ou alors pour des raisons qui sont plutôt liées, disons, à la conjoncture immobilière ou bancaire ou financière, ou même du monde d'ailleurs, hein. Certaines personnes peuvent dire, bon, il y a des guerres, etc. On est dans une situation d'incertitude, donc finalement on préfère attendre, toujours attendre. Ou alors on a le sujet classique qui est, bon, les taux sont encore élevés, ils vont sûrement descendre, ou le prix de l'immobilier est peut-être trop élevé. Tous ces sujets-là, peu importe les raisons qui sont évoquées, à mon avis, sont des excuses que les gens se donnent pour ne pas agir. C'est simple. C'est simple. Pour moi, c'est pas autre chose. Sauf cas vraiment exceptionnel, on peut répondre à une contradiction qui est très simple et franchement très claire. Par exemple, l'histoire des taux. On dit les taux sont trop élevés, potentiellement ils vont encore descendre, etc. Mais il faut bien se dire quelque chose, c'est que nos parents, voire nos grands-parents à l'époque, ont emprunté à des taux bien plus élevés qu'on a aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du 3,5, du 4, c'est ridicule par rapport aux taux qu'il y avait à l'époque. Et puisque nous, privilégiés que nous sommes, nous avons eu des taux à un moment donné à 1, voire même j'ai vu des gens en dessous de 1, on s'imagine que c'est la norme. Mais c'est pas le cas, en fait, c'est pas le cas. C'était presque de l'argent gratuit, mais ça, c'est pas la norme. Et en vérité, le point qui joue également, c'est que quand les taux sont plus élevés, le prix de l'immobilier généralement a tendance plutôt à baisser, globalement. Ce qui fait que l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que quand les taux baissent, le prix de l'immobilier est plus élevé. Donc en fin de compte, on n'est pas forcément gagnant dans un cas ou dans l'autre. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que bon, voilà, peut-être que vous allez gagner 1% sur votre taux, mais derrière, le bien, vous allez peut-être l'acheter 20 ou 30 000 euros de plus. Quelle est la meilleure décision en fin de compte? Donc, c'est pas rationnel comme décision. C'est pas rationnel. Ce qui est rationnel, c'est très simple. C'est à partir du moment où on a envie d'investir dans l'immobilier et où on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire, alors il faut prendre le projet qu'on a, voir un petit peu ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une maison, un appartement, un immeuble, etc. Peu importe. Le mode d'exploitation et poser les calculs tout simplement sur une feuille. C'est pas compliqué. Et ensuite, le taux d'intérêt qui est à 2, à 3, à 5, ça sera qu'une information dans un tableau Excel. C'est tout. C'est pas plus con que ça. À partir du moment où vous avez une bonne rentabilité, un bon projet, on s'en fout du taux. Après, il ne faut pas que ça soit un taux délirant non plus. Mais globalement, on s'en fout du taux. Parce que si vous avez 8 ou 9% de renta nette, que le taux soit à 3 ou 4, votre projet sera rentable quand même. Il faut se mettre ça en tête. C'est aussi simple que ça. Et donc, en partant de ce principe, l'excuse du taux n'est plus une excuse. Il faut partir sur autre chose. C'est simple. Ensuite, un vrai problème qu'on rencontre dans l'immobilier, et que beaucoup de gens rencontrent, et je pense que soit vous qui regardez la vidéo, soit vous connaissez des gens qui sont dans ce domaine-là, c'est plutôt le côté, bon, on écoute les gens de notre famille, etc. Mais ça, c'est souvent un piège. Il y a beaucoup de gens, ils préféreront vous décourager de faire quelque chose, alors même que ces personnes n'ont jamais fait ça, hein. La plupart des gens de votre famille qui vous disent qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier, soit ils n'ont jamais investi, soit ils ont déjà investi, mais ils ont fait du Pinel ou des conneries comme ça, des produits défiscalisants qui sont merdiques, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent avec ça.
Ou alors c'est les chanceux qui ont été dans des zones qui ont pris en valeur à mort. Mais bon, voilà, demandez aux gens qui ont acheté des pinets à la Bergerac s'ils sont contents de leur projet. À mon avis, vous ne serez pas déçus du voyage, quoi. Mais le problème, c'est que c'est des gens qui soit n'ont pas investi, soit ont investi dans des projets qui n'étaient pas terribles, défiscalisant à 2 balles, donc ils ont surpayé leur projet. Soit c'est des gens qui ont mal investi, tout simplement. Toutes les personnes que moi je connais personnellement, que ce soit via mon travail ou dans ma vie personnelle, qui ont investi et qui l'ont fait correctement, bah, ils sont contents en fait. Et généralement, ils rachètent des choses. C'est tout. C'est tout. Mais parfois, quand vous voyez des gens, quand vous discutez avec des gens qui vous disent ah putain, j'ai tel et tel appartement à 150, 160 000 euros que je peux louer 800 euros par mois, moi dans mon esprit, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que tu as 150 000 euros d'acquisition, tu peux rajouter 8% de frais de mutation, il y a les travaux potentiels, il y a les meubles potentiels, et ensuite, il y a aussi, quand on a un appartement, les charges de copropriété, la taxe foncière. Donc on est à combien de rendement? 3, 4 nets? Et encore, c'est pas rentable. Donc il faut chercher des projets rentables. C'est simple. C'est simple. Mais pour ça, il faut faire les bons choix. On ne peut pas faire des choix de merde et après s'étonner de la situation et dire « Ah, l'immobilier, c'est de la merde ». Non. C'est simplement que tu es mal formé, pas formé, ou que tu n'as pas envie de te former simplement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc à partir du moment où on a les clés, on peut performer dans un domaine. Mais c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Donc il ne faut pas s'étonner. On ne va pas se perdre 10 ans dans cette histoire, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action et pour investir dans l'immobilier. Il n'y a pas de bon moment. Il faut optimiser sa situation, c'est-à-dire avoir des comptes propres. Donc après, attention, je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent vraiment développer ça, qui veulent en faire une vraie activité et soit remplacer une partie de leur travail, soit remplacer totalement leur travail. Pas aux gens qui s'en foutent un peu, entre guillemets, voilà. Mais si vous voulez vraiment faire les choses sérieusement, il faut optimiser votre situation. Il faut que les comptes soient propres, donc il faut de l'argent de côté. Il faut arrêter d'acheter des conneries et de dépenser des sous dans des conneries. Donc les paris sportifs, tous les trucs de merde, il faut dégager ça. Le casino et tutti quanti, poubelle. On dépense plus ça. Ou alors, si vous voulez quand même faire ça, et pour pas pourrir votre dossier bancaire, vous retirez l'argent. Si tu as envie d'aller jouer 50 balles au casino, pas de problème. Tu fais un retrait d'argent et tu vas jouer au casino si ça t'amuse. Et fais en sorte que ça apparaisse pas dans tes comptes bancaires. C'est mieux, c'est mieux. Pas d'ATD, donc quand vous faites des saisies sur le compte parce que vous ne payez pas une amende ou une taxe foncière ou j'en sais rien, évitez ça parce que ça c'est bloquant. Et globalement, il faut mettre de l'argent de côté au maximum. Alors oui, tout de suite, c'est sûr, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, je suis d'accord. Mais tout dépend ce que vous voulez aussi. On a toujours des solutions aujourd'hui. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. C'est simple. Peu importe combien vous gagnez, il y a des solutions. Si vous gagnez 800 balles parce que vous êtes à mi-temps, bah mettez-vous à temps plein. Si maintenant vous ne gagnez pas assez à temps plein, essayez de négocier votre salaire. Ou alors essayez de trouver un autre taf. Ou alors réduisez vos dépenses. Ou faites une petite activité à côté. Vendez des trucs qui ne vous servent plus à rien. Il faut optimiser. Ou alors parfois, ça c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué, enfin que j'ai déjà expérimenté avec un client, c'est en fait la situation que, bon, il avait une bonne situation globalement, il avait un bon salaire, il devait tourner à 2003-2004, mais il avait un crédit pour une voiture de 20 000 euros, alors qu'il n'était pas propriétaire de son logement, etc. Et en fait, pour optimiser le dossier, bon, il faut accepter la situation. Il a vendu sa voiture, il a remboursé son prêt, et il avait quelques milliers d'euros en plus qu'il a pu mettre de côté, et il s'est acheté une plus petite voiture, etc. Donc il a réduit ses dépenses, il a retiré un crédit, parce que oui, les crédits, ça c'est aussi important. Quand la banque, on fera une vidéo dédiée à la banque, hein, c'est-à-dire calcul du taux d'endettement et tutti quanti, parce que c'est un petit peu... on entend un peu beaucoup de conneries hein, sur ce sujet. C'est pas un sujet très compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries. Hein. Mais globalement, il faut éviter au maximum les crédits à la conso aussi.
Et c'est-à-dire crédit conso, crédit revolving, et tutti quanti. Hein. Il faut éviter ça au maximum. C'est mieux. C'est pas trop aimer des banques, hein, faut le dire. Globalement, si vous voulez acheter quelque chose, faites un crédit uniquement pour de la pierre ou pour, à la limite, pour la voiture, quoi. Et encore, c'est pas tellement apprécié. Mais ne faites pas de crédit pour les vacances, ne faites pas de crédit pour une télé ou pour autre chose, quoi. C'est pas. Après, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, mais disons que les taux sont très chers, on s'enrichit pas. Bon, voilà. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter quelque chose, à la limite, mon meilleur conseil, c'est attendez un peu avant de l'acheter. C'est pas un drame si vous n'avez pas un télé ou je sais pas quoi, ou acheter de l'occasion. C'est bien aussi, hein. C'est souvent sous-estimé, mais vous pouvez souvent économiser, trouver des pépites et tout. C'est simple en fait, hein. Et donc globalement, on s'égare, mais l'idée c'est qu'il faut passer à l'action. Il faut investir. Il faut mettre en place les jalons aujourd'hui de votre future liberté financière. C'est-à-dire optimiser vos comptes bancaires, c'est-à-dire optimiser votre situation professionnelle. Il faut essayer d'avoir un CDI, de ne plus être en période d'essai, parce que contrairement à ce que vont vous dire les gourous là qu'on entend systématiquement, que moi j'entends aussi, c'est très dur d'emprunter quand on est auto-entrepreneur ou quand on a une société. C'est très dur, parce qu'il y a des banques, et je peux vous le dire, si vous n'avez pas 3 bilans, bah en fait le rendez-vous il est fini, quoi. Moi ça m'est arrivé. Je suis indépendant dans mon travail, aujourd'hui en tout cas, eh bien je n'avais que 2 bilans, et une banque, texto, alors qu'on avait rendez-vous et qu'elle connaissait ma situation, m'a dit « Je suis désolé, on va pas pouvoir continuer le rendez-vous. » Parce que je n'avais que 2 bilans. Certaines de bilans sont déjà contentes, mais il y a des banques qui bloquent à 2 bilans, faut le savoir. Donc, et alors que c'était une activité d'avocat qui rapportait beaucoup d'argent, hein. Donc voilà, c'est pas un truc non plus, c'est quelque chose de sérieux quand même. Je veux dire, je suis pas arrivé là à dire ah je fais de la poterie dans mon salon ou je sais pas quoi. C'était quelque chose de sérieux, quoi. Donc voilà. Donc il faut le savoir, il faut optimiser sa situation professionnelle, essayer d'avoir un maximum de sécurité. Pourtant, voilà, si vous me posez la question à moi directement, le CDI, certes c'est une sécurité, mais bon, demain vous vous faites virer, hein. Donc CDD, CDI, peu importe, vous vous faites virer, c'est terminé, hein. Donc après il y a le chômage, mais bon, voilà, c'est encore autre chose. Donc en fait, voilà, il faut optimiser sa situation. Les banques, elles aiment quoi? Elles aiment la fonction publique, les CDI, et globalement c'est à peu près tout. En situation professionnelle. Elles aiment pas tellement les indépendants, hein, faut le dire. Mais bon, après, peu importe, hein. Et après, il faut optimiser sa situation d'un point de vue. Donc, on a parlé de la propreté du compte bancaire, de l'activité en elle-même, essayer d'optimiser ses dépenses et ses recettes. Et aussi, l'idéal quand même, c'est d'avoir de l'apport. Alors déjà, il faut de l'apport pour le projet global. Vous comptez à peu près 10%. Parce que la plupart des banques, en fait, veulent que vous apportiez les frais de notaire, donc 8%, plus les frais de garantie, donc hypothèque ou caution, et les frais bancaires. Donc il y en a pour genre les frais de dossier, quoi, en gros. Donc globalement, allez, on va dire 10%. Mais c'est mieux si vous avez encore plus. Pas à donner au projet, attention, il faut donner le moins d'apport possible au projet. Mais c'est mieux si vous avez un petit compte titre où vous avez un petit peu d'actions, ou alors un petit compte épargne où vous avez quelques milliers d'euros qui se battent en duel. Eh ben ça c'est bien, les banques elles aiment bien. Même si vous ne les mettez pas dans le projet, ça c'est important. Parce que les banques voient que vous gérez bien votre argent, etc. etc., etc. C'est que du positif, en fait. En fait, la banque c'est simple, on a tendance à leur taper dessus, parfois à juste titre, mais le banquier c'est un gestionnaire de risque. Il se dit, bon, je vais prêter X euros à lui, quelle est la probabilité que je sois payé et que je ne sois pas obligé d'aller enclencher une procédure pour saisir son bien? C'est simple. Et finalement, si on est très très honnête, même si parfois on est souvent de mauvaise foi, et moi je suis le premier de mauvaise foi dans plein de trucs, il faut être très honnête, si demain vous prêtez à quelqu'un, eh ben vous voulez avoir les meilleures garanties. Vous préférez prêter à qui? À votre ami qui est en CDI, qui met beaucoup d'argent de côté, qui fait les choses sérieusement? Ou à votre autre ami qui passe son temps à être dans le rouge, qui est soit en intérim, soit au chômage et qui en branle pas une? C'est simple. C'est du bon sens. C'est gestion de risque. Tout simplement. Voilà. Donc, je me suis un petit peu éparpillé à gauche à droite sur ce thème, mais
globalement, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que vous devez passer à l'action. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Préparez votre dossier, achetez. Cherchez des biens, allez faire des visites, achetez. Il n'y a que ça qu'il faut retenir. Il faut vous mettre en tête une chose. Je fais partie des gens qui pensent, très sérieusement, hein, c'est pas des conneries ou d'alarmistes ou quoi que ce soit. Je fais partie des gens qui pensent que nous n'aurons pas de retraite, ou alors très peu de retraite, et qu'on va être contraint de se démerder plus tard. C'est ma conviction. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais s'il y a une grande crise, s'il y a ci, s'il y a ça, machin, ok. Mais s'il y a ça, vraiment, s'il y a des grandes crises, tout ce que tu veux, des guerres et tout ce que tu veux, eh ben, tu seras toujours plus à l'aise avec beaucoup de biens immobiliers, de l'argent de côté, etc., que si tu n'as rien, si tu es locataire. C'est simple. Ou alors locataire avec des biens immobiliers. La question de l'achat de la résidence principale, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que ça, c'est très ténu comme sujet. Mais tu as compris l'idée. Il vaut mieux avoir plus, avoir des choses, plutôt que d'avoir rien, de faire n'importe quoi et de dire oh, ben, on n'a qu'une vie et YOLO, on verra ce qui se passe. Je ne suis pas partisan de ça. Il faut être très sérieux et ça commence par une bonne gestion de son argent dès le plus jeune âge. Donc, aux plus jeunes qui m'écoutent, faites des études, travaillez à l'école, travaillez tout court. Vous n'êtes pas obligé de faire des longues études. Faites ce qui vous plaît, mais commencez dès maintenant à préparer votre retraite. C'est important. Vraiment, c'est très important. Malheureusement à l'école, je ne vais pas digresser 110 ans, mais malheureusement à l'école, même quand on fait des études un peu plus longues comme moi j'ai pu le faire, on ne vous apprend pas grand-chose sur ces sujets-là. Malheureusement aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, c'est sur YouTube que les jeunes se forment sur leur propre gestion financière. Et c'est à la fois un problème et quelque chose qui est positif, parce qu'on a accès à ces choses-là aujourd'hui gratuitement, mais aux plus jeunes qui m'écoutent, il faut s'y mettre tout de suite. C'est très important. Et aux plus âgés, à nos aînés, il faut continuer ou il faut commencer. Même si vous commencez plus tard, à 45, à 50 ans, il n'est jamais trop tard en fin de compte. Pour une raison simple, c'est que si vous avez des économies à placer ou si vous avez une bonne situation où vous voulez investir, eh bien, une chose est simple. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez, avec votre retraite, parce que malheureusement, même aujourd'hui, quand on a bien gagné sa vie, on n'a pas une retraite terrible, est-ce que vous préférez avoir à payer un loyer ou ne pas payer un loyer ? Ça peut être bateau comme sujet, mais c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, le loyer, ça représente la moitié, entre un tiers et la moitié des rentrées d'argent qu'on a. Sauf que même autour de 50 ans, si on achète notre bien immobilier et qu'à la retraite, on n'a plus ça à sortir, eh ben, à mon avis, on est très content. Mais moi, c'est simplement ça que je dis. Moi, je pousse mon propre père à investir parce que je sais que malheureusement, il aura une retraite qui sera ridicule. Donc je le pousse à investir aujourd'hui pour qu'il ait cette dépense en moins, cette charge en moins plus tard. Il n'y a que ça qu'il faut retenir. Il faut se préparer au cas où, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, trêve de digression et de bavardage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour les plus courageux et les plus patients. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.